Donc la domestication des espèces cultivées consiste en des modifications génétiques d'une espèce sauvage pour créer une nouvelle forme végétale qui est adaptée au champ et donc qui est adaptée aux besoins des humains. En effet, pour de nombreuses cultures, la domestication a rendu la plante fortement dépendante de l'humain, au point qu'elle ne serait plus vraiment capable de se reproduire efficacement dans la nature. Le maïs et le chou-fleur sont de bons exemples de ces formes fortement modifiées. En revanche, d'autres cultures comme le chanvre, la carotte ou même la laitue ont subi des modifications plus modestes par rapport à leurs ancêtres sauvages. Il existe un ensemble de caractères communs appelés syndrome de domestication qui distinguent la plupart des cultures à graines et à fruits de leurs ancêtres sauvages. Par rapport à leurs ancêtres sauvages, les plantes cultivées présentent généralement des fruits ou des grains plus gros, une constitution plus robuste, une dominance apicale accrue, c'est-à-dire une croissance vigoureuse de la tige centrale par rapport aux tiges latérales. Une perte des mécanismes naturels de dispersion des graines, celles-ci restant attachées à la plante pour faciliter la récolte. Et si on prend cette caractéristique-là en particulier, on constate qu'elle possède un fort désavantage qui est quasi fatal pour la survie de l'espèce dans un écosystème, mais elle est un avantage substantiel au champ pour les récoltes. Divers changements physiologiques sont également en jeu, notamment la perte de la dormance des graines, la réduction des substances amères dans les parties comestibles, des modifications de la sensibilité à la photopériode et une floraison synchronisée. Prenons un exemple concret pour bien comprendre ce que représente la domestication d'une espèce végétale. On va prendre l'exemple du maïs et le comparer avec son ancêtre, la théocinthe. D'un point de vue morphologique, la domestication a abouti à l'absence de branches axillaires. En effet, la théocinthe a plus la morphologie d'un petit buisson, alors que le maïs a une seule et unique tige principale. Ensuite, on dit que le maïs a des graines nues. En effet, comparé à son ancêtre, la théocinthe, qui a des graines vêtues, c'est-à-dire avec une pièce florale qui protège le grain, comme chez de nombreuses céréales, le maïs domestiqué en est dépourvu. Ensuite, si on regarde le rachis, chez la théocinthe, on dit que l'épi est désarticulé, c'est-à-dire qu'à maturité, les graines se détachent, alors que le maïs a un rachis non désarticulé, c'est-à-dire les graines ne se dispersent pas. Et enfin, un dernier exemple de domestication. En effet, la théocinthe n'a que 2 rangs de grains, alors que le maïs en a plusieurs. Comprendre les mécanismes en jeu lors de la domestication, ça n'a pas qu'un but académique, bien que l'acquisition de ce type de connaissances est très importante. Elle est également très utile dans une optique de création variétale. En effet, les exemples où on est allé rechercher dans les populations sauvages des caractéristiques qui étaient perdues chez les plantes cultivées lors de leur domestication sont extrêmement nombreux. On peut citer par exemple l'introduction chez le blé de facteurs de résistance à la septoriose, qui est un champignon pathogène, à partir de céréales sauvages apparentées dans les plaines d'Iran. La domestication des plantes cultivées illustre une coévolution fascinante entre l'humain et le végétal. Si ces transformations ont permis des avancées majeures en agriculture, elles rappellent aussi l'importance de préserver la diversité génétique sauvage, source inépuisable d'innovation pour l'avenir.